Le voile entre les mondes est mince, et à travers lui, je vous invite à plonger dans des récits oubliés, des légendes réécrites et des univers insoupçonnés. Ici, c'est Billy Pépito, et l'histoire commence maintenant. Commençons sans plus attendre. Un bruit sourd, lointain, comme un battement étouffé dans un vide sans fin. Puis la douleur. Lentement, la conscience remonte à la surface, fragment par fragment. Une pression terrible pèse sur son crâne. Chaque respiration est un effort. Chaque mouvement envoie une vague de feu dans ses muscles endoloris. Il ouvre les yeux, lentement. Un instant, il ne voit rien. Une obscurité presque totale. Puis, quelques lueurs rouges, pulsant faiblement sur le tableau de bord fissuré devant lui. Le système de secours de son vaisseau s'était activé. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Il est allongé sur le côté, maintenu par les sangles de son siège. Des morceaux de métal fondu flottent dans l'air de sa cabine, en suspension dans une pesanteur anormale. Un écran affiche des données illisibles, brouillées par des interférences. De la fumée s'échappe d'un panneau éventré, laissant une odeur de brûlé et d'ozone saturer l'air. Il tente de bouger. Une douleur aiguë traverse son torse, lui arrachant un gémissement. Rien de cassé, probablement. Mais son bras droit semble mal répondre. Une chose est sûre, il faut sortir. Maintenant. Il lutte pour détacher son harnais, se retenant de crier lorsque son corps brûle de douleur. Après quelques secondes d'effort, il chute lourdement sur le sol incliné de la cabine, alors que la douleur intense qu'il a ressentie, une sensation étrange le traverse. La gravité est bien présente, certes, mais différente. Plus légère que sur Terre, mais plus forte que la pesanteur du vide. Il se traîne jusqu'au hublot fendu et jette un regard à l'extérieur. Et là où aurait dû se trouver l'espace infini, il ne voit que du sable, des roches brisées et un ciel d'un bleu pâle, vraiment très pâle, presque irréel. Ce n'est pas une lune déserte, ni un champ d'astéroïdes, mais bien une planète, et une planète inconnue de surcroît. Et comme si ça ne suffisait pas, il semble bien être le seul. Il remarque rapidement un autre détail, et pas des moindres. L'air est lourd. Pas irrespirable, mais chargé d'une densité étrange, comme s'il contenait autre chose que l'azote et l'oxygène auxquels il est habitué, ce qui était d'ailleurs probablement le cas. Son casque est toujours plus ou moins intact, mais l'affichage de son viseur clignote, indiquant une baisse d'oxygène progressive. Ce qui est un très mauvais signe, car bien que son réservoir ait une énorme contenance, il n'en restait pas pour autant inépuisable. Et si vous vous demandez comment il a pu remarquer une différence d'air, c'est tout simplement car son casque n'était pas bien fixé à sa combinaison, chose qu'il a réglée rapidement après. En tout cas, il doit agir vite, même si l'air est respirable, vu sa lourdeur, il risquerait d'être un danger sur le long terme. D'un geste, il active l'interface de son bras gauche. Rien. L'écran de son avant-bras ne répond plus. Il frappe du poing contre le sol.
Impossible de vérifier les conditions atmosphériques. S'il retire son casque maintenant, il risque de mourir en quelques secondes. Après tout, l'air qu'il a trouvé si lourd était mixé avec celui de son réservoir. Il inspire lentement, se forçant à rationaliser la situation. Sa première priorité est de sortir du vaisseau. Il scrute la cabine. Le crachat tordu la structure de l'appareil, rendant la porte principale inutilisable. Mais heureusement, une ouverture béante, de l'autre côté du cockpit, laisse entrevoir le monde extérieur. C'est par là qu'il devra passer. Il avance avec précaution, enjambant les débris. Sous ses bottes, le sol métallique est brûlant. Les propulseurs ont surchauffé à l'impact. Une fuite de carburant pourrait déclencher un incendie à tout instant. Puis soudain, une secousse. Faible, certes, mais il l'a bien senti. Il s'arrêta net. C'était quoi ça? Il attend. Plus rien. Juste le bruit du vent qui s'engouffre par les fissures de la coque. Il secoue la tête. Peu importe. Il n'a pas le temps de s'inquiéter pour des hallucinations. Il s'agrippe aux parois et se hisse vers l'ouverture. Une tâche somme toute bien compliquée vu l'état de son bras droit. L'extérieur l'accueille avec une vague de chaleur écrasante. Maintenant, il comprend. Cette vaste étendue de sable et de roches vont de pair avec le climat qui y règne. Un paysage stérile, figé, où le silence n'est brisé que par les quelques modules et flammes encore vivantes de son vaisseau. Il n'y a aucune trace de vie, littéralement, aucune végétation, juste des formations rocheuses étranges, probablement sculptées par le vent et le temps. Il se redresse lentement, ses jambes tiennent bon, bien que son corps proteste encore. Il tourne la tête vers l'épave de son vaisseau. Un véritable carnage. L'appareil est éventré sur plusieurs mètres. L'aile gauche est arrachée. Des câbles et circuits pendouillent comme des organes mis à nu. Impossible de le remettre en état. C'est un véritable cercueil de métal sur une planète oubliée. Mais il ne peut pas rester là. Ses yeux balayant l'horizon, il voit à plusieurs kilomètres une formation rocheuse plus massive se dressant contre le ciel, lui promettant un abri potentiel. Mais de toute manière, c'est la seule différence en vue qui pourrait lui apporter des réponses, ou au moins une quelconque chance de survie. Soudain le vent se leva, soulevant un nuage de poussière. Le temps presse, et deux options s'offrent à lui. Soit rester près de l'épave pour tenter de récupérer un maximum d'équipement avant de partir, soit se mettre en route immédiatement vers les roches, en espérant y trouver quelque chose. Et s'il pouvait y être avant que la nuit ne tombe, ce serait l'idéal. Il serre les dents. Choisir la mauvaise option pourrait lui coûter la vie. Et finalement, il prend une décision. Son choix est fait. Partir maintenant sera du suicide. Il ignore combien de temps il va tenir. Et s'il remet un pied dehors sans meilleur équipement, il pourrait ne jamais atteindre ces roches lointaines. Il serre les poings. Tout ce qu'il pourra trouver ici augmentera ses chances. Il retourne vers l'épave. L'odeur de métal brûlé est omniprésente, mêlée à celle du plastique fondu. Le vaisseau grince sous la brise sèche qui souffle à travers ses brèches. Un véritable cadavre mécanique éventré, mais pourtant pas totalement vidé de son utilité. Ses pas sont lents et prudents, chaque mouvement envoyant une nouvelle vague de douleur dans son bras droit, qui refusait toujours de répondre correctement. Mais il le garde contre lui, respirant lentement pour contenir la gêne. Sa première priorité, faire un inventaire. Il fouille dans ce qui reste des compartiments de stockage. La plupart ont été écrasés sous l'impact, transformés en un amas de métal inutilisable. Puis enfin, un premier miracle. Un caisson d'urgence, intact. Il s'accroupit et le tire avec précaution. Les attaches sont bloquées, sans doute déformées par le choc. Il serre les dents et donne un coup sec. Le loquet cède. À l'intérieur, 3 rations énergétiques compressées. Seulement 3.
C'est clairement pas suffisant pour survivre longtemps, mais c'est assez pour tenir encore un peu. Un tube d'eau filtrée, 4 litres à peine, il doit économiser. Et clairement, trouver de l'eau devrait être une de ses priorités. Ensuite, une lampe torche, miracle absolu si la nuit tombe avant qu'il ne trouve un abri. Et pour finir, un mini kit médical. Il contient une petite seringue d'analgésique, quelques bandes de compression et une poignée d'antiseptiques. Il n'y a certes rien pour guérir complètement son bras, mais c'est au moins de quoi éviter une infection. Il serre la boîte contre lui et ferme les yeux un instant. Ça aurait pu être pire. Il s'en sortira. Mais il lui faut plus d'équipement. Avec ce qu'il a, il ne tiendra pas une semaine. Et ça, c'est si on est optimiste. Il fouille donc plus loin, forçant un panneau pour atteindre la soute. Vu sa situation, tout lui ira. Une combinaison de rechange, un outil, n'importe quoi fera l'affaire. Puis, d'un coup, un bruit sec. Il se siège. Le vent? Non, c'est autre chose. Plus grave, plus lointain, comme un frémissement sous ses pieds. Une vibration infime, presque imperceptible, mais pourtant bien présente. Son regard se pose sur la poussière au sol. Elle tremble. Une autre secousse, plus forte cette fois. Quelque chose approche, il en est sûr. Son cœur s'emballe. Il serre la boîte de secours et se redresse, son instinct lui hurlant qu'il doit partir maintenant. Mais il est toujours à moitié coincé dans l'épave, et il ne sait pas ce qui arrive. À nouveau, il ne bouge plus. Son souffle est court, contrôlé. Tous ses muscles sont tendus, prêts à réagir, à fuir, à se battre, à survivre en somme. Mais les secousses cessent, d'un coup, comme si elles n'avaient jamais existé. Un silence absolu s'installe. Seul le vent, toujours présent, souffle entre les débris du vaisseau. Tout est redevenu calme, trop calme. Il attend encore quelques secondes, aux aguets, mais rien ne se passe. Aucun autre signe de mouvement, aucune nouvelle vibration. Rien qui indique qu'il soit en danger, pour l'instant. Il inspire lentement et serre plus fort la boîte de secours. Il a encore du travail. Récupérer du matériel avant de fuir. Il poursuit ses fouilles, accélérant le rythme. Il ne sait pas combien de temps ce répit va durer. Son regard balaye la cabine ravagée. Il cherche des équipements essentiels. Un outil, une arme ou un système de navigation. Des choses qui pourraient lui donner un avantage. Soudain, un panneau défoncé attire son attention. Et en effet, derrière se trouve une caisse de stockage. Déformée, oui, mais pas totalement détruite. Il force la tôle tordue avec sa main valide. Son bras blessé proteste, mais il ignore la douleur. Il tire, pousse, arrache les derniers obstacles et réussit, par une chance folle, à ouvrir la caisse. À l'intérieur, il trouve un outil multifonction, une sorte de pince renforcée avec plusieurs embouts interchangeables, type lame courte, tournevis, mini soudeuse à faible énergie. Ce n'est pas une arme, mais c'est déjà mieux que rien. Il y trouve également une cartouche d'oxygène, plus ou moins intacte. Mais par contre, la valve, elle, est endommagée, ce qui la rend donc impossible à utiliser directement. Bonne nouvelle, elle pourrait toujours être utile. Et il trouve aussi un écran portatif fissuré. Il l'allume, mais l'image saute. Les données du vaisseau sont compromises. Pas de carte, pas de signal de détresse. Juste une vieille interface avec des restes de diagnostic en boucle. Il fronce les sourcils. L'écran affiche une anomalie magnétique à quelques kilomètres. Un champ d'énergie, naturel, résiduel, il n'en sait rien.
Mais c'est le seul élément d'information concret qu'il possède. Il le range avec le reste. Il pourra toujours décider s'il veut enquêter ou non plus tard. Il jette un dernier regard autour de lui. Il a fait tout ce qu'il pouvait ici. Il doit partir avant que quelque chose d'autre ne se produise. Direction donc la formation rocheuse. Il s'équipe du mieux possible, attache ce qu'il peut à sa ceinture, range le reste dans son sac à dos, ajuste son casque et serre les fesses. Chaque pas hors du vaisseau le rapproche de l'inconnu. Et il n'a plus le choix. L'air est lourd, même avec son casque. Il n'a fait que quelques pas hors de l'épave, mais déjà la chaleur l'écrase. Chaque respiration est plus difficile que la précédente, comme si l'atmosphère elle-même lui résistait. Il jette un dernier regard au vaisseau, un tombeau de métal fumant. S'il reste ici, il mourra. S'il avance, il risque de mourir aussi d'ailleurs. Mais au moins, il essayera. Il doit marcher. Le sol craque sous ses bottes. Une terre sèche, fissurée, d'un blanc jaunâtre éclatant et d'un gris sombre par endroits. Elle semble aussi plus friable à certains endroits, comme si une simple pression pouvait la faire céder. Et, bien que ce soit peu probable, il lui est impossible de savoir ce qui se cache en dessous. Ses pas sont calculés, prudents. Il ne peut clairement pas se permettre une entorse. Son bras droit est déjà inutilisable. S'il perd l'usage d'une jambe, il est fini. L'air brûlant colle à sa peau. Son casque, pourtant fendu sur le côté, dû à un mauvais mouvement lors de sa recherche, offre encore un semblant de protection. Mais la sueur coule déjà sur son front, piquant ses yeux. Il jette un regard à son écran fissuré. Aucune donnée précise sur la température. Mais, honnêtement, son propre corps lui suffit pour comprendre. Il fait trop chaud. Beaucoup trop chaud. Et surtout, il a de plus en plus de mal à respirer. Il s'arrête, un instant, et tente de calmer son souffle. L'atmosphère est respirable, il le sent. Il n'étouffe pas complètement, et son corps ne se crispe pas sous un poison invisible. Mais chaque respiration est laborieuse. Sa gorge est sèche, l'air brûle. C'est sûrement l'effet de la chaleur, mais peut-être qu'un élément dans l'air l'épuise plus vite que prévu. Il regarde la cartouche d'oxygène qu'il a récupérée, mais se résigne. Elle est vraiment trop endommagée pour être utilisée en l'état. Mais il la garde. Elle pourrait lui servir plus tard. Si il trouve un moyen de l'adapter, par exemple. Pour l'instant, il n'a qu'une seule option. Continuer. Il reprend sa marche, lentement. Son bras blessé reste contre lui. Son souffle est court. Son corps proteste à chaque pas. Mais il avance. Les formations rocheuses sont encore loin, noyées dans la brume de chaleur. Et il n'y a aucun abri en vue. Il commence à comprendre. Il n'est pas seulement en train de marcher. Il est en train de s'effondrer. Le soleil, implacable, s'acharne. Chaque rayon semble pénétrer sa peau, quand bien même il a sa combinaison. Chaque souffle d'air semble chaud comme du feu. La terre autour de lui n'est qu'une mer d'asphalte brisé, prête à le foudroyer sous sa chaleur aveuglante. Il cligne des yeux, et l'horizon vacille. Les étourdissements arrivent par vagues. Au début, ils sont légers, à peine perceptibles. Un vertige fugace, une sensation de flottement, comme si l'air lui échappait. Il serre les dents, se reprend. C'est rien, c'est juste la chaleur. Mais chaque respiration devient un peu plus laborieuse, un peu plus lourde. Il se bat contre lui-même. Il baisse la tête, force ses jambes à continuer leur marche, à pousser, à avancer malgré tout. Mais
L'air est si sec, et son corps si épuisé. À chaque pas, le sol semble se dérober un peu plus sous ses pieds. Chaque fissure, chaque crevasse, chaque ombre étrange dans le sol devient une menace. La terre, fragile, semble prête à s'effondrer au moindre mouvement. Une nouvelle secousse traverse son corps. Cette fois, c'est plus fort. Et une onde de chaleur lui serre la poitrine. Il halète. Ses yeux se ferment un instant, mais il sait qu'il ne peut pas se permettre de s'arrêter ici. Pas ici. Pas maintenant. Il pousse un cri intérieur, un cri de survie. Il avance encore, avec une seule pensée en tête. Les roches. Il doit les atteindre. Soudain, une ombre se forme dans son champ de vision. Il s'arrête, désorienté. La chaleur crée des mirages. Mais cette ombre, elle semble différente, plus nette, plus réelle. Il cligne des yeux, cherche à la localiser, mais elle semble glisser à sa périphérie, toujours à l'horizon. Il secoue la tête. C'est le soleil, c'est la chaleur. Et c'est là qu'il la voit. Une fissure dans la terre, comme une crevasse profonde qui n'était pas là il y a quelques minutes. Ses yeux, brûlants, cherchent à la discerner plus clairement. C'est bien une faille, une cachette, un abri. Peut-être que c'est là sa chance. Peut-être qu'il peut s'y réfugier, reprendre son souffle. Mais le vertige frappe à nouveau, toujours plus fort. Une brume se forme devant ses yeux. Son corps lui hurle de s'arrêter. Il trébuche légèrement, se reprend. Ses mains se posent sur le sol pour stabiliser son corps, ses doigts se crispant contre la terre brûlante. Une nausée l'envahit. Il sent son cœur s'emballer. Un dernier effort, une dernière poussée. Il avance, et la fissure devient plus précise. Il se rapproche, son cœur battant dans ses oreilles. À quelques mètres, il trouve enfin ce qu'il cherchait. La crevasse est plus large que prévu, assez profonde pour l'abriter temporairement. Une petite poche d'ombre, à peine suffisante pour couvrir son corps et son esprit. Il s'y glisse, tout juste capable de s'y tenir. La chaleur, l'air sec, la terre brisée, tout semble s'éloigner, juste un peu, juste assez pour que son corps lâche prise. Il s'adosse contre la roche, ses muscles tremblants de fatigue. Son souffle est encore saccadé, mais l'air semble un peu moins oppressant ici. Il ferme les yeux, un instant, une minute, juste une minute. Lorsqu'il ouvre les yeux, tout a changé. Le ciel n'est plus un brasier écrasant. Il est teinté d'un bleu plus profond, marqué par les premières nuances du crépuscule et des milliers d'étoiles. Combien de temps a-t-il dormi? Il redresse légèrement la tête. Son corps proteste violemment. Ses muscles sont engourdis, sa gorge est sèche, et un frisson traverse son dos. Un frisson. Il met un instant à comprendre. Il a froid. C'est pas juste une sensation désagréable, mais un vrai froid, mordant, piquant sa peau à travers ses vêtements. Il serre ses bras contre lui, son corps déjà affaibli, luttant pour s'adapter. Il le sait, une baisse trop rapide de la température peut être aussi mortelle que la chaleur d'un désert. Le problème, c'est qu'il n'a rien. Pas de vêtements supplémentaires,
pas de protection thermique, pas même un feu à allumer. Et son refuge est trop petit pour le couper entièrement du froid. Il ne voit plus qu'une seule option, bouger à nouveau. Il sort lentement de la crevasse. Le sol a changé. La chaleur accumulée s'échappe progressivement. Et sous ses pieds, la roche paraît plus dure, à la fois plus solide, mais aussi plus cassante. Il lève les yeux vers l'horizon. Les formations rocheuses semblent plus proches. Ou peut-être que l'air plus frais lui donne une illusion de clarté. Mais il n'y a pas que ça. Le silence est différent. Le jour était oppressant, étouffant, rempli du bruit sourd de son propre souffle, de son propre cœur battant contre ses tempes. Mais maintenant, l'air est vide. Aucun bruit d'insectes, aucun souffle de vent, juste rien. Comme si le monde était en suspens. Il resserre son bras blessé contre lui et recommence à marcher, un pas après l'autre. Encore. Il ne peut pas s'arrêter. Pas tant qu'il n'aura pas trouvé un moyen de survivre à cette nuit qui ne fait que commencer. Les ombres s'allongent alors qu'il avance dans le froid mordant. Le silence est presque total, mais il ne parvient pas à se défaire de cette sensation qui lui dévore l'esprit. Il y a quelque chose qui rôde dans l'air, comme une présence invisible. Il n'a pas vu un seul animal, pas même un insecte depuis qu'il est arrivé ici. Mais alors qu'il s'éloigne encore un peu de la crevasse, un frisson, à peine perceptible, parcourt la terre sous ses pieds. Il s'arrête net. C'est encore une vibration, légère, étrange, presque comme un souffle, un mouvement lointain sous la surface de la planète. Il hésite, ne voulant toujours pas y croire. C'est impossible. Et pourtant, il sent son corps réagir malgré lui. Ses muscles se tendent, ses sens s'ouvrent, comme s'il essayait de percevoir quelque chose d'indéfini, d'invisible. Il regarde autour de lui. Rien. La roche est immobile, les cieux tranquilles. Mais il sent dans l'air une pulsation. Les vibrations augmentent. C'est presque comme un écho, à peine perceptible. Mais chaque minute, chaque seconde, il le sent de plus en plus fort, de plus en plus pressant. Une secousse plus forte cette fois. La terre tremble à nouveau. Très légèrement, le sol sous ses pieds vibre à tel point qu'il lui faut un effort pour rester stable. Il s'accroupit un instant, abasourdi. D'abord la chaleur, ensuite la froidure, maintenant les secousses. Mais qu'est-ce que c'est, bordel? Un grondement, légèrement sourd. Une vibration de plus, suivie d'une autre, plus forte. Cette fois, il est sûr. Ce n'est pas juste dans sa tête. Il se redresse précipitamment, ses instincts lui hurlant de partir, de fuir. Mais il n'a nulle part où aller. La planète se tord sous lui, comme si elle était vivante, comme si quelque chose en elle se réveillait. Il n'y a rien à voir, rien à entendre de plus. Mais cette sensation, elle ne le quitte pas. Alors que les vibrations faiblissent, il secoue la tête. Il ne doit pas se laisser distraire. Il doit continuer, avancer vers les formations rocheuses, pour trouver cet abri potentiellement imaginaire. Mais c'est sa seule vraie raison d'avancer, sa seule chance dans ce monde hostile. Le froid s'intensifie encore. Chaque souffle lui gèle presque la gorge. Chaque pas sur le sol durci lui fait comprendre combien il est fragile. Il regarde autour de lui, cherche quelque chose à utiliser. Un rocher, une formation plus grande, n'importe quoi qui pourrait offrir un peu de protection contre le froid nocturne. Puis il la voit,
une ouverture dans une paroi rocheuse, légèrement plus profonde que la crevasse dont il revenait. Ce n'est pas parfait, mais suffisant pour éviter d'être exposé à la morsure glacée de la nuit. Et il se dirige vers elle, un pas après l'autre, toujours en proie à cette étrange sensation qui le hante. Il se glisse à l'intérieur, se réfugie dans la petite grotte. Le vent qui s'était levé semble plus fort ici, et les roches émettent un écho froid, amplifiant la solitude de l'endroit. Le sol est dur, mais il est un peu plus abrité des éléments. C'est suffisant, pour l'instant. Mais dans l'obscurité grandissante, les ombres paraissent plus menaçantes maintenant qu'il les observe. Moins évidentes cependant, mais elles sont là, tout autour de lui. Il en est presque sûr. Il le sent dans ses tripes. Il a une impression étrange, comme une présence silencieuse qui le scrute. Il ferme les yeux, mais il ne peut pas se débarrasser de l'impression que quelque chose le suit. Quelque chose qu'il ne peut pas voir, mais qu'il sait là. Il en est sûr. Il serre les poings. Il doit s'adapter. Il doit survivre. Malgré la protection de la grotte, il décide de repartir. Il ne peut pas se permettre d'attendre. Malheureusement, le froid s'avère pire que prévu. Ses muscles tremblent, sa respiration est courte. Chaque pas est un combat contre l'engourdissement, contre cette sensation de raideur qui s'installe lentement dans ses membres. Il doit avancer. Il n'a plus le choix. S'il attend trop longtemps, s'il s'accorde ne serait-ce qu'un instant de repos, son corps pourrait ne pas repartir, et le jour finirait inlassablement par se lever. Là-bas, à l'horizon, les formations rocheuses sont encore plus proches. Dans cette lumière du clair de lune, ses contours sont plus nets, plus menaçants aussi. Mais c'est sa seule chance. En regardant vers le ciel, il remarque d'ailleurs qu'il y a 3 lunes. Enfin, peu importe. Son corps est à la limite, il le sent. Un mauvais calcul, une erreur, et il ne se relèvera pas. Le sol est de plus en plus dur, gelé par la perte soudaine de chaleur. Chaque pas résonne légèrement, le bruit de ses propres mouvements brisant le silence oppressant. Et c'est là que ça devient dangereux. Sa vision commence à vaciller. Pas à cause de la fatigue, pas encore. Mais son corps lutte, il le sait. Entre la chaleur suffocante du jour et le froid mordant de la nuit, son organisme ne suit plus. Son équilibre est instable. Une fois, 2 fois, il trébuche légèrement, mais il rattrape son pas avant de tomber. Il serre les dents. Le sol n'est pas aussi régulier qu'il en a l'air. Par endroits, la roche semble avoir été fissurée par l'alternance brutale entre la chaleur et le froid. Il doit faire attention, éviter de poser un pied là où il risquerait de glisser ou de se blesser. L'erreur n'est pas permise. La formation rocheuse est là, plus grande, plus massive à mesure qu'il s'en approche. À cette distance, il peut voir des affronctuosités, des zones d'ombre qui pourraient être des entrées, ou au moins des recoins où s'abriter. Mais il n'y est pas encore. L'air se refroidit toujours.
Il ne lui reste pas beaucoup de temps avant que chaque mouvement ne devienne une torture. Il force son corps à accélérer. Il n'a pas le choix. La chaleur du jour ne lui laissera aucun répit. Si, toutefois, la froideur de la nuit ne le tue pas avant. Et à ce rythme, d'ici peu, il atteindra enfin son premier véritable refuge. Mais dans quel état? Une chose est sûre, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Chaque seconde passée dans ce froid insidieux rabat encore plus son corps vers l'inertie. Ses muscles sont raides, ses mains engourdies, et chaque respiration ressemble à une lame glacée s'enfonçant dans sa poitrine. Mais il voit enfin les premières roches à quelques mètres. Il y est presque. Le sol devient plus irrégulier. Des blocs de pierre brisés jonchent le terrain, forçant ses jambes épuisées à sauter, contourner et grimper. Ses doigts, bien que tremblants, s'accrochent aux aspérités du rocher, et il tire son corps en avant. Un dernier effort. Ses pieds touchent enfin un sol plus stable, une plateforme naturelle sculptée par le temps et l'érosion. Il s'écroule presque contre la roche, les muscles trop fatigués pour supporter son propre poids plus longtemps. Mais il l'a fait. Il a atteint son premier vrai abri. Cependant, le froid continue de mordre sa peau. Mais au moins, il est à l'abri du vent. L'air est moins brutal ici, protégé par la structure rocheuse qui l'entoure. Mais il sait qu'il ne peut pas rester immobile trop longtemps. Il frotte ses bras, tente de stimuler la circulation, malgré la douleur que ça provoque. Ses vêtements, déjà peu adaptés, sont presque inutiles contre une température pareille. Et il doit se réchauffer, d'une manière ou d'une autre. Ses yeux parcourent l'endroit, cherchant quelque chose. N'importe quoi qui pourrait lui permettre de récupérer un peu de chaleur. Des pierres, un matériau quelconque. Quelque chose doit bien pouvoir l'aider à survivre à cette nuit. Mais son corps n'en peut plus. Ses muscles tremblent, son souffle est saccadé, et la moindre tentative pour bouger lui arrache une grimace de douleur. S'endormir ici, c'est risquer, encore une fois, de ne jamais se réveiller. Il serre les dents, il doit trouver un moyen de se réchauffer. Mais il sait que ses forces l'abandonnent. Il ne peut plus se permettre d'être sélectif. Avec ce qui lui reste d'énergie, il rampe lentement contre la paroi rocheuse, cherchant du regard un creux, une fissure, quelque chose où il pourrait se glisser. Et c'est là qu'il l'aperçoit, une petite affronctuosité, bien assez grande pour lui. Il force son corps à avancer, un pas, puis un autre. Chaque mouvement est un supplice, mais il s'y engouffre enfin. À l'intérieur, c'est plus étroit que prévu, mais le vent ne l'atteint plus, et l'air est plus stable. Et puis, il a quand même de la place. Ça suffira. Alors qu'il s'adosse à la paroi pour récupérer son souffle, ses doigts effleurent quelque chose d'étrange. Une matière différente du reste de la roche. Il fronce les sourcils, force ses doigts engourdis à explorer la surface. C'est légèrement granuleux, sec mais fibreux. Il approche sa lampe torche et l'active, projetant sur la paroi une lumière plus vive que prévu, qui l'aveugle un instant. Ce n'est pas de la roche. Et il reconnaît presque immédiatement la texture. C'est une sorte de matière fossile. Soit potentiellement un combustible naturel. Une chance inespérée. S'il arrive à en extraire assez à l'enflammer, il pourrait générer assez de chaleur pour survivre à cette nuit. Pas le temps d'hésiter. Ses mains tremblent alors qu'il tente de détacher ce qu'il peut du matériau. Chaque geste est difficile, son corps lui hurlant d'arrêter. Mais il y arrive. Il rassemble les fragments dans un petit tas,
pose quelques déclats de roches plus fins autour pour canaliser la chaleur. Puis, avec l'outil multifonction, il essaye de l'allumer. Sa première tentative échoue. Ses doigts sont trop engourdis. La deuxième aussi. Il commence à paniquer. Mais à la troisième, une lueur rougeâtre danse enfin sur la matière. Le feu prend. Faible d'abord, mais suffisant. La chaleur commence doucement à se diffuser. Il ne tiendra pas éternellement, mais pour cette nuit, il a enfin une chance. Son corps lâche prise, l'épuisement l'emporte, et il sombre dans un sommeil profond.